Bonjour Marie-Charlotte Garin. Alors bien évidemment un petit commentaire après la longue audition du Premier ministre dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire sur les violences scolaires et le manque ou pas de contrôle des établissements sous contrat. Déjà une première impression, qu'avez-vous pensé du Premier ministre? Pensez-vous qu'il a menti avant la commission et pendant la commission d'enquête? Alors, sur la question des conclusions de la commission d'enquête, je laisserai à mes collègues présidentes de commission, co-rapporteurs, de s'en charger. En revanche, moi, j'ai trouvé que le Premier ministre n'était pas à la hauteur. Il n'était pas à la hauteur parce qu'il a fait, en fait, finalement, de cette commission d'enquête un espèce de ring de plateau télé, voire même d'une pièce de théâtre. Et une commission d'enquête, ça n'est pas ça. C'est souvent un point de tournant pour des questions qui traversent la société. Et je crois que les violences dans le milieu scolaire, notamment dans les établissements privés, ça traverse notre société et ça doit être pris avec sérieux. Il en a fait une affaire d'ego, une affaire personnelle. Et moi, j'ai une pensée pour les victimes qui ont dû regarder ces débats et se dire que franchement, c'était pas à la hauteur. Et au-delà de ça, on a un Premier ministre qui banalise et on voit qu'il a rien compris aux violences sur les enfants. Et qu'est-ce qui m'a particulièrement frappée, moi, dans cette audition, c'est quand on l'interroge sur la gifle que M. Bayrou a donnée en 2002. Eh bien, finalement, il évacue, pendant sa campagne présidentielle, une gifle sur un mineur, très clairement, donc sur un enfant. Il évacue tout cela et il dit que finalement, c'était une table de bon père de famille. Et moi, j'aimerais dire à M. Bayrou, les bons pères de famille, en fait, Dominique Pellicot, c'était un bon père de famille. Les bons pères de famille, on les retrouve dans les tribunaux parce qu'ils ont frappé leurs enfants ou qu'ils ont frappé leurs femmes. Et on voit qu'il est complètement à côté de la plaque sur un changement sociétal qui a eu lieu dans notre société. On est 10 ans après MeToo, il y a aussi eu le MeToo des violences sur les enfants, et il n'est pas à la hauteur. Et franchement, c'est indigne en fait. Et quand il vilipende la professeure qui a lancé l'alerte en 1995 déjà, quel message on envoie à la société? On envoie le message que finalement, quand vous parlez, quand vous révélez des violences, vous allez être traîné dans la boue et vous allez être sali ensuite. Alors qu'on a besoin des personnes qui vont lancer l'alerte, parce qu'on en a besoin pour protéger nos enfants, tout simplement. Alors, l'un des buts de ces commissions d'enquête parlementaire, au-delà, j'allais dire, du climax de cette audition du Premier ministre, c'est de faire des préconisations. Et votre patronne, la secrétaire nationale Marine Tondelier, a dit « Aujourd'hui, on ne parle plus que de François Bayrou. Nous, on souhaite remettre la focale sur les enfants. » Et elle demande la création d'un ministère de l'enfance. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette proposition? Absolument, et les associations l'appellent de leur vœu aussi et étaient franchement en colère contre le gouvernement de ne pas avoir de ministère dédié alors qu'on voit bien que la question de la protection de l'enfance, elle traverse la société. Nous, on a organisé des débats à l'Assemblée nationale, on a interrogé le Premier ministre. Il y a une urgence aujourd'hui parce qu'il y a une forme de mépris et de non-considération de la place des enfants dans notre société. Alors bien évidemment, tout ça, ça passe par écouter les professionnels sur le terrain et les associations. Une des premières recommandations, c'est la mise en place de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Pourquoi ? Parce que dès le plus jeune âge, on va parler de consentement, on y reviendra, mais de ce qui est possible ou pas de subir par un adulte. Et donc, ces séances-là, par la sensibilisation, elles vont permettre aux enfants de savoir, est-ce que c'est normal si tu es frappé par un adulte dans la pièce d'à côté? Non. Si tu subis des violences sexuelles? Non. Et donc, ça va permettre de libérer la parole, et ça va être un levier puissant de transformation et surtout de protection. Il faut le rappeler quand même aujourd'hui en France, on a un enfant toutes les 3 minutes qui est victime de viol, d'inceste ou d'agression sexuelle. Donc on voit bien que la protection des enfants dans notre pays, aujourd'hui, c'est une question d'urgence. Et pour certains enfants, c'est une question d'urgence vitale. Alors vous évoquiez l'affaire Pellicot, Dominique Pellicot. A été adoptée 3 mois, une proposition de loi que vous portez avec une autre députée, Véronique Rioton, d'Ensemble pour la République. Qui est au Sénat le 18 juin, on vient de l'apprendre. Donc 3 mois après le verdict du procès des viols de Mazan. C'est introduire donc la notion de consentement dans la définition pénale du viol. Déjà, soyons pédagogiques, que contient cette proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale? Alors très précisément, c'est introduire la notion de non-consentement. Aujourd'hui, la définition du viol, en réalité, elle ne parle pas de consentement, alors que si on demande à tout un chacun dans la rue qu'est-ce que c'est qu'un viol, on va vous dire que c'est un acte sexuel non consenti. Aujourd'hui, on viendrait introduire la notion de non-consentement en disant que c'est un acte sexuel non consenti. Et surtout, on va venir préciser ce que c'est ou ce que ça n'est pas, le consentement, pour ne pas que ça soit instrumentalisé, notamment par les agresseurs dans les tribunaux. Donc on va venir dire que le consentement, il doit être libre, éclairé, préalable, révocable. Et c'est très important, parce qu'évidemment, si on vous force à consentir, on a bien conscience que là, il n'y a pas de liberté, et donc il n'y a pas de consentement valable. Et surtout, on dit que le consentement, il doit être apprécié au regard des circonstances environnantes. Et ça va changer, et c'est important de le rappeler, c'est une loi qui est attendue par un certain nombre de professionnels, mais aussi pour les victimes, qui aujourd'hui, 73%
73% de classement sans suite quand même aujourd'hui pour les victimes de viol. Là, en changeant la définition, on va pouvoir permettre aux victimes d'être mieux prises en compte, qu'il y ait moins de classement sans suite, parce qu'on va mieux outiller les professionnels de justice et de police, c'est important de le dire déjà au stade de l'enquête, qui vont pouvoir aller chercher plus largement que la loi actuelle qui définit le viol par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Et moi, j'avoue que là, depuis ce premier passage à l'Assemblée, quand je rentre en circonscription, j'ai beaucoup de femmes qui viennent nous remercier pour ce travail de longue haleine que nous avons mené, parce que pour elles, c'est porteur d'espoir. Et cette loi, elle marque un point de départ 10 ans après MeToo. Il n'y a pas eu de vraie réponse politique en fait à cette vague de libération de l'écoute qui a eu lieu dans la société. Et là, on vient leur dire, ça c'est le point de départ. C'est le point de départ pour ensuite aller demander évidemment plus de moyens pour les forces de police, pour les forces de justice, plus de moyens pour la formation, plus de moyens pour les associations qui soutiennent les victimes. Et aujourd'hui, c'est plus qu'essentiel et c'est extrêmement attendu. Alors on verra ce qu'en fera le Sénat le 18 juin, mais certains considèrent qu'il y a un risque judiciaire pour les victimes en disant, je résume ce que disent certains juristes et certaines associations, est-ce que les victimes devront prouver qu'elles n'étaient pas consentantes? Est-ce qu'il n'y a pas un effet, je dirais, pervers dans cette introduction du non-consentement? Cette loi, elle est le fruit de 14 mois de mission d'information et d'un avis devant le Conseil d'État. Réécrite longuement. Voilà, on a énormément travaillé et en fait, toutes les questions que se posent les personnes qui peuvent craindre, et moi je suis féministe évidemment, je défends les intérêts des victimes, j'irai jamais défendre une loi qui les mettra en danger. Donc toutes ces questions-là, on se les est posées. Et l'avis du Conseil d'État, qui est sérieux, est venu nous aider à y répondre encore plus au fond d'un point de vue juridique. Donc là, on arrive devant le Sénat avec un texte qui a adopté toutes les recommandations du Conseil d'État, qui est sérieux, qui a répondu à ces questions. Et il faut se souvenir qu'en droit pénal, on regarde les actions de l'auteur. On ne regarde pas les actions de la victime. Donc en réalité, les victimes aujourd'hui, elles sont déjà au centre de tous les procès. Avec cette loi, on va venir rééquilibrer justement pour qu'on s'interroge sur ce qu'a fait l'auteur et qu'on lui pose la question « Mais monsieur, vous nous dites qu'elle était consentante. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer de ce consentement ?» Et là, on va justement changer un peu le rapport de force et rééquilibrer. Et ça va être une avancée majeure pour toutes les victimes de ce pays. Alors, autre proposition de loi là, qui n'a rien à voir, mais qui est au cœur, je dirais, de votre engagement, c'est un sujet écologique. Un sénateur, donc Laurent Duplon, a fait adopter au Sénat une proposition de loi qui, alors je la lis parce que c'est précis, visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Vous reprochez à ce texte que c'est une façon de réintroduire des pesticides. Vous comptez faire quoi pour vous opposer à ce texte qui arrive, je crois, en fin de mois de mai devant l'Assemblée? Alors, il est déjà, déjà débattu effectivement en commission. Et moi, je salue le travail d'arrache-pied de mes collègues écologistes qui ont largement, notamment en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, réussi à inverser certaines propositions de ce texte. La bataille continue en affaires économiques en ce moment. Cette loi, franchement, c'est une honte sans nom parce que c'est une attaque sur la science sans précédent. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une loi avec clairement des effets quasiment trumpistes sur le rapport au réel qui vient contredire tous les effets de la science. On nous propose là de réintroduire certains pesticides, on parle même de la réintroduction des néonicotinoïdes, alors que l'on sait qu'ils sont dangereux pour la santé. Là, on parle de l'acétamipride. Exactement, précisément l'acétamipride, alors qu'on a des études de l'OMS, des agences européennes qui nous disent c'est dangereux pour la santé. Rappelons quelque chose quand même, quand c'est dangereux pour la santé de tous les Français, c'est dangereux en premier lieu pour les agriculteurs et les enfants des agriculteurs qui sont particulièrement exposés. Nous, on a organisé à l'Assemblée nationale une projection du film Goliath et j'invite nos téléspectateurs à le regarder parce que ça explique assez bien les logiques des lobbies sur le monde industriel. Et on recevait des personnes, notamment Antoine Lambert, qui est agriculteur, qui est malade parce qu'il est agriculteur, de l'association Phytovictimes. Et tout ça, on n'en parle pas. Et on a finalement les macronistes main dans la main avec la droite qui essayent de nous expliquer qu'ils auraient une espèce de solution magique en réintroduisant tous les produits chimiques qui sont dangereux pour la santé avec cette loi. Et ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, mais alors le sénateur défend cette réintroduction en disant que d'autres pays européens l'utilisent et que, de fait, si les Français ne l'utilisent pas, les agriculteurs français, ça crée une concurrence déloyale. On a beaucoup parlé des mesures miroirs dans la crise agricole. Est-ce que cet argument-là, pour vous, il est fallacieux? Vous parlez d'un lobbying de la FNSEA ou est-ce qu'il a scientifiquement et économiquement un vrai intérêt? Déjà, il faut rappeler le conflit d'intérêts du sénateur Duplon, qui est lui-même ancien président de la FDSEA. Donc ça dit quelque chose de pour qui il parle. Et en fait, il ne parle pas pour la majorité des agriculteurs. Ça peut vouloir dire qu'il connaît le sujet aussi. Absolument, mais ça veut surtout dire, et vous avez utilisé un terme très intéressant, c'est celui de la concurrence déloyale. Ça, oui, effectivement, on doit protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale, comme on doit se battre pour qu'ils aient accès à un revenu digne. Ça, c'est la réalité. Mais c'est pas avec une proposition de loi qui est court-termiste et qui nie les effets de la science qu'on va résoudre tout cela. Et finalement, si les macronistes s'engouffrent dans cette brèche, c'est parce qu'ils n'ont rien de proposé
à proposer à la crise structurelle qu'on connaît sur l'agriculture. En fait, ils n'ont pas réussi à répondre à la crise que nous avons connue l'année dernière et aux manifestations très larges. Et ça, les écologistes, pour le coup, nous, on les a, les solutions sur le revenu digne, sur protéger la santé des agriculteurs. Mais à côté, c'est la vacuité la plus totale et le prix à payer, c'est la santé des Français. Parce que ces produits dangereux, c'est des cancers, c'est des morts, c'est des familles endeuillées derrière. Merci beaucoup, Marie-Charlotte Garin, d'être passée par France Info ce matin. Merci à vous.